Un auteur, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à écrire, à créer une œuvre littéraire. Je parle ici sous le contrôle d'auteurs et d'autrices qui, je le vois, m'attendent au tournant, qui passent beaucoup de temps à mettre en mots des expériences, des événements qu'elle a envie de transmettre. Et puis qui cherche un éditeur, ce qui est déjà un parcours du combattant, qui parfois trouve un éditeur, et puis parfois ça prend du temps. Je me souviens, le livre que vous m'avez fait signer, Joël, je l'ai écrit mon voisin c'est quelqu'un, je l'ai écrit en 92. Il a été publié 10 ans plus tard. Alors le hasard a fait qu'il a été publié, c'est un bouquin qui parle de la montée de l'extrême droite. Il est sorti au moment du second tour entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et donc il faut être très têtu et très obstiné pour finir par trouver un éditeur. Et puis il publie son livre et puis, à part quelques exceptions, il ne peut vraiment pas en vivre. Les deux maillons qui souffrent le plus et qui gagnent le moins sont l'auteur et l'éditeur. Donc c'est une chaîne qui est qui a été complètement chamboulée par une logique industrielle qui est celle des grands groupes français pour lesquels finalement le livre n'est qu'un maillon qui permet de gagner de l'argent quelle que soit la réception du livre. Quand vous voyez quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui n'est certainement pas un de mes amis, mais qui dirige, qui a un contrôle, une domination sur le monde de l'édition en France qui est assez effrayante, Bolloré, on m'a dit qu'il les a plus, mais en tout cas il avait des forêts en Afrique qui vendaient le bois qu'il vendait à des usines qui fabriquaient le papier qui lui appartenait aussi, qui vendaient ça à des imprimeurs qui lui appartenaient aussi, qui fabriquaient des livres pour des éditeurs qui lui appartenaient et dont les livres étaient distribués par des distributeurs, diffuseurs qui lui appartenaient dans des librairies qui très souvent lui appartenaient aussi. Donc dans cette logique-là, le livre, qu'il soit ou non vendu in fine, c'est pas très important, puisqu'il génère des profits avant même d'exister. Quand vous sortez un livre chez un éditeur en France, d'abord vous devez le préparer 6 mois à l'avance, vous allez rencontrer l'équipe des représentants, et ces représentants vont sillonner la France, la Navarre et la Belgique pour aller chez les libraires, qui, comme vous le savez, sont des gens qui n'ont pas grand-chose à faire et qui donc ont beaucoup de temps à consacrer aux représentants qui viennent leur présenter leurs nouveautés, qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention et beaucoup d'envie, et puis disent « bon, je vais en prendre 4, 5, 10, 20 pour mettre sur mes tables, et puis quoi ?» En fonction de ce que ces libraires disent, on va déterminer un tirage. Comme il y a beaucoup de libraires en France, même si chacun n'en prend que 5, on arrive vite à des tirages de 2000, 1000, 2000, 3000, 4000. Et les livres sont envoyés. Et les livres arrivent dans des caisses, chez un libraire qui est très impatient, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu de caisse, au moins 20 minutes, et qui, comme un enfant à Noël, n'a qu'une envie, c'est de déballer la caisse pour découvrir les beaux cadeaux qu'il y a dedans, et il va donc les mettre sur ses tables et il va les vendre avec fougue et détermination à ses clients. Bon, la réalité, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est que la plupart des caisses ne sont même pas ouvertes, parce qu'ils en reçoivent trop, et après 5 semaines, les invendus, c'est-à-dire même parfois des livres qui n'ont même pas eu leur chance d'essayer d'être vendus, sont renvoyés et sont détruits. Ils sont mis au pilon directement. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher de les trier, et dans le tri, c'est ceux qui sont abîmés, ceux qui ne sont pas abîmés. Le stockage coûte horriblement cher, pour les stocker, il faut les classer, donc c'est des gens, c'est de la main-d'œuvre. Et donc ça coûte moins cher de les détruire, et on peut encore gagner un petit peu d'argent sur la destruction, puisqu'on va revendre le papier, etc. Donc ce système est une aberration complète, qui montre combien cette structure industrielle est rivée au papier. C'est des marchands de papier. On a un indice de cela qui est assez frappant, j'y reviendrai, c'est que le livre électronique
en France, ne décolle pas. Il ne décolle pas pourquoi? Parce que si un livre coûte 20 francs en papier, 20 euros, pardon, 20 euros en papier, il va coûter 17 euros au format électronique. Les gens sont quand même pas des idiots, hein. Moi, j'aime beaucoup l'électronique, mais quand même, ça me fait mal de payer 17 euros pour un bouquin que j'ai sur une tablette, alors que pour 3 euros de plus, je peux avoir le papier. J'ai été publié chez 3 éditeurs parisiens, donc j'ai bien connu. À chaque fois, quand j'ai rencontré la personne qui s'occupait des droits et des adaptations, ces gens-là ne vous disent pas bonjour. La première phrase qu'ils vous disent, c'est très difficile. Alors, c'est très difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, surtout, venez pas m'emmerder. Hein? Non, on ne va pas vous traduire. Non, Spielberg ne va pas nous téléphoner pour adapter votre livre. On réserve nos efforts pour les bouquins qui se vendent à plus de 15-20 000 exemplaires. Et tous les autres, soyez déjà bien contents d'être là parce que vous n'aurez rien de plus. Donc, le bénéfice pour les autrices et les auteurs sont faibles. La moyenne, c'est des chiffres officiels, la moyenne des droits d'auteur en France est de 8%, et pour le livre électronique est de 11%. Quand on sait que le livre électronique représente un coût de fabrication de 0, hein, il y a juste les frais au début, on va dire à tout casser c'est 200 euros, après c'est 100% bénéfice. Mais non, l'éditeur ne donne que 11% à l'auteur. La logique commerciale est de plus en plus déterminante. Des auteurs reconnus qui ont fait toute leur carrière chez le même éditeur à Paris. Et vous savez que c'est vrai, c'était connu, des grands éditeurs ont des auteurs qui ne vendent pas bien, mais auxquels ils croient parce qu'ils pensent que c'est important pour la littérature. Et puis c'est Harry Potter qui paye pour eux, donc c'est pas... Aujourd'hui, ces auteurs s'entendent dire, et l'anecdote est réelle, écoute, si tu fais pas 3000 pour le prochain, on va peut-être s'arrêter. L'auto-édition peut paraître quelque chose de tout à fait paradisiaque parce que vous êtes autonome. Hein. Vous êtes seul à décider et vous avez peu d'investissement, ça ne coûte pas très cher. Hein, et vous vous dites, j'ai peu d'investissement, ça ne coûte pas cher et j'ai donc plein de bénéfices. La promotion est plus moderne et puis vous allez vous battre et votre livre va vivre beaucoup plus que 5 semaines. Hein, parce que vous y êtes là. Et puis, ça a un côté, les gens trouvent ça un peu... bon, si tu fais de l'auto-édition, c'est parce que c'est nul et que tu as été refusé partout. Hein. Sous-entendu que si tu es pris chez Gallimard, c'est un chef-d'œuvre. On sait que les deux sont faux. Hein. Mais dans la réalité, c'est vrai que comme il n'y a aucun travail de relecture, comme il n'y a aucun regard extérieur, on trouve en auto-édition beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route d'un point de vue littéraire. Vous êtes... c'est même plus que noyé dans la masse, vous êtes complètement submergé par la masse. Parce que l'auto-édition, ça veut dire passer par Amazon, qui est un outil magnifique, hein, que tout le monde crache dessus, mais personne ne peut s'en passer. C'est 20% du chiffre d'affaires de tous les éditeurs. Hein. Donc aucun éditeur ne peut se passer d'Amazon. Mais vous, tout seul chez Amazon, vous n'existez pas. Même si vous vous battez et tout, mais alors vous commencez, pour exister, vous allez commencer à faire de la pub. Et vous allez commencer à payer pour faire de la pub. Et puis vous allez croire que c'est bien de faire de la pub sur Facebook. Puis vous allez, oui, c'est bien pour Facebook, mais ça ne va pas vous faire une vente. Donc les seules pubs qui marchent bien sont les pubs sur Amazon, pour autant que vous maîtrisiez les algorithmes. Et maîtriser les algorithmes, c'est très difficile, d'autant qu'Amazon change les règles tous les 3 mois. Vous avez un vrai mépris des instances de légitimation. Essayez de soumettre un livre en auto-édition à un prix. Essayez de l'envoyer au prix Russell, mais ils ne vont même pas, ça va passer à la poubelle tout de suite. Et vous allez vous rendre compte que cette indépendance que vous chérissiez tellement, c'est épuisant, parce que vous devez faire 10 métiers différents. Et ce sont des métiers difficiles. Faire une belle mise en page, c'est difficile. Trouver un bon imprimeur, c'est difficile. Je vais vous présenter effectivement le projet éditorial qui n'est plus un projet, qui est une réalité maintenant, mais j'y ai travaillé pendant plus de 2 ans. La souplesse, comme nous ne travaillons pas, c'est un des aspects que je développerai tout à l'heure, avec un diffuseur-distributeur, nous sortons les livres quand on veut. Et
Ça peut être, on reçoit un manuscrit, il y a une espèce de, il y a une urgence parce qu'il y a un événement qui s'organise, etc. En 1 mois et demi, le livre peut être sorti. Et parfois même plus vite si le manuscrit est vraiment abouti, si c'est une réédition. Parce que je vous disais tout à l'heure, on fait des rééditions. Tout auteur qui a été publié chez un éditeur professionnel, dont les livres ne sont plus disponibles, d'abord on les aide parfois à récupérer leurs droits, parce que ce n'est pas toujours facile, mais s'ils récupèrent ces droits, on réédite le bouquin, d'office. Et les plumes. Donc les plumes, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, les plumes novices, les plumes confirmées et les plumes aguerries. Bon, la plume novice, bon, je ne vais pas être trop long sur ces points-là, je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, l'envoi par le site, la première lecture, on dit si c'est recevable ou pas, et on commence le travail avec elle. Pour les plumes confirmées, donc il y a la possibilité de réédition que je viens de vous évoquer, évidemment de nouveautés, hein, on est très heureux. Et le projet Ajar, moi j'ai toujours adoré Émile Ajar. Le roman que vous avez sur vos genoux, il est publié sous le nom de Baptiste Morgan, mais ça tient pas parce que déjà en 4e de couverture, je pense qu'on mentionne que c'est moi, parce que moi je voulais vraiment que Baptiste Morgan existe comme auteur. Mais les éditeurs m'ont dit, ah non, après le coup que Gary a fait à la presse, on ne peut plus prendre ce risque, hein, parce que Gary a ridiculisé la presse avec ça. Et moi j'ai toujours rêvé de ça, je l'ai fait. J'ai publié des bouquins comme prête, enfin j'ai eu des prête-noms, mais j'aimerais le faire à plus grande échelle et je voudrais surtout permettre à d'autres de le faire. Et donc nous garantissons l'identité fictive d'une plume, quelle qu'elle soit. Elle apparaîtra sous le nom qu'elle veut, elle ne devra pas créer une adresse mail. Nous, on peut servir d'interface. Et s'il y a des contacts, les gens viennent chez nous et on préserve le secret. Et ce projet Ajar, c'est évidemment la déclinaison moins amusante, c'est pour ces auteurs qui sont en danger dans le monde entier. Pour eux, c'est une vraie question de survie, parce que s'ils publient sous leur nom, ils risquent d'être emprisonnés, voire assassinés. Je dis, si les gens veulent un livre papier, ok, mais alors que ce soit un bel objet. Que ce soit joli dans une bibliothèque, que ce soit le papier soit beau, et j'ai fait faire la maquette des bouquins par un des meilleurs graphistes belges, Jacques Durieux, hein, qui est le frère de Laurent Durieux, qui est celui qui est devenu hyper connu parce qu'il recrée toutes les affiches des grands films de cinéma. Hein, il a été repéré par Coppola et c'est vraiment devenu la coqueluche aux États-Unis. Donc Jack est un très très bon graphiste qui m'a fait, je pense, une très belle maquette. On fait le livre électronique et le livre électronique, on ne le vendra jamais à plus de 9,99 €. Parce que c'est normal. Et je peux vous dire qu'à 9,99 €, on gagne plus sur un livre électronique que sur un livre papier. Et le livre audio quand c'est possible. Le livre audio, moi j'y crois beaucoup. C'est un marché qui est en train d'exploser. Ça reste très cher à faire parce qu'il faut payer un comédien, il faut payer un ingénieur du son. Donc ça reste très coûteux, mais c'est vraiment une piste à laquelle je crois énormément. Donc la distribution, l'imprimeur que j'ai référencie le bouquin chez tous les libraires à travers Electre et d'autres bases de données. Un libraire qui veut le bouquin peut le commander et être livré par la Sodis, hein, qui est un grand distributeur. La seule chose, parce qu'il faut être cohérent avec son projet, c'est que je refuse les retours. Donc ça doit être une commande ferme. Je sais que les libraires n'aiment pas ça, mais tant pis, c'est comme ça. Et nous avons développé un site que je vous présenterai tout à l'heure, qui s'appelle la librairie Corsair, qui est... Alors pourquoi j'ai fait un site à côté de la maison d'édition? Parce que ce site est ouvert à d'autres éditeurs aussi. Et je veux pouvoir accueillir d'autres éditeurs, toujours dans cette logique de quantité. Pour exister, il faut qu'on puisse proposer beaucoup de titres et que les gens aient du choix. Les écrivains sont un peu dans la position qu'on a sans doute tous vécu quand on fait du stop. Hein. Vous êtes là au bord de la route, vous avez votre plus beau sourire, vous faites du stop, et les gens passent, et ils ne s'arrêtent pas. Et vous vous dites, mais enfin, les gens sont cons, je suis sympa, je vais pas salir, mes chaussures sont propres, je vais pas salir leur voiture, je vais pas les agresser, s'ils veulent discuter, j'ai des sujets de conversation, et les gens ne s'arrêtent pas. Les auteurs sont convaincus qu'on achète leurs bouquins pour eux. C'est faux.
Si vous faisiez du stop comme ça, hein, mes chaussures sont propres, je peux vous parler de cinéma et de littérature, j'adore les romans d'espionnage, et si vous préférez, je me tais. Hein. Autrement dit, ce qui aujourd'hui fait vendre des bouquins, mis à part quelques vedettes, ce n'est pas l'auteur ou l'autrice, c'est le contenu du livre. Les algorithmes sur les plateformes, quelles qu'elles soient, ne vont pas dire « vous avez aimé Trucmuche, alors vous allez aimer machin bidule ». Vous avez aimé un roman d'espionnage qui se passe en Crimée, alors là, on peut vous proposer d'autres romans d'espionnage ou d'autres choses qui se passent en Crimée. C'est sur le contenu que ça se passe. Et nombre de gens, si vous voulez élargir votre cercle de lecteurs, c'est ces gens-là que vous devez trouver. C'est pas les petits cousins de votre concierge ou les amis de votre vétérinaire. C'est les gens qui ne vous connaissent pas, qui vont lire votre bouquin et qui après, quand ils vont en parler, ils vont dire « j'ai lu ce bouquin, c'était génial ». Et c'est de qui? Oh, je sais pas. Hein? Et on s'en fout. Et on s'en fout, ce qui compte, c'est que votre livre soit lu. Et donc, moi, je dis à mes auteurs, je dis à mes plumes, on ne fait pas de sortie, on fait des entrées. Votre livre entre en vie et surtout pas de stress. On va faire vivre le livre très longtemps. Comme on a cette plateforme de vente, comme on va avoir du volume, comme on va avoir beaucoup de titres, on va régulièrement faire des campagnes sur une thématique, sur un genre, où on va remettre en avant des livres qui auront été publiés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'en fout. Victor Hugo, c'est pas un perdreau de l'année, hein, et ça marche toujours. Donc, il n'y a pas de raison que la durée de vie d'un roman soit limitée à 6 mois. On a 6 collections différentes. Les romanesques, c'est vraiment les romans d'aventure, les romans historiques, hein, très narratifs. Contemporains, c'est des romans plus modernes, plus intimistes. Les poétiques, c'est de la poésie. Les parallèles, c'est la science-fiction, le polar, tous ces genres dits parallèles. Les contrebandes, c'est tout le reste. Je ne vais pas multiplier les collections. Et donc, surtout que le premier livre que j'ai publié, c'est un bouquin inclassable, qui est un livre qui a été fait par un collectionneur de peinture. C'est un peu le catalogue de sa collection et la présentation des peints. Mais c'est pas un livre d'art non plus, donc c'est vraiment le genre de truc totalement inclassable. Donc je calcule le prix de vente pour que même dans cette configuration-là, on ait une marge de, en moyenne, 8 € par exemplaire vendu. Ce qui veut dire que si nous le vendons directement sur notre site, sans passer par ces intermédiaires, la marge est en moyenne de 12 €. Retenez ces chiffres. Alors chez nous, on permet aux plumes d'acheter leurs titres au prix coûtant d'impression, plus 20% pour nous et le pourcentage prévu pour l'elle. En tout cas, 25 exemplaires. Et tous les autres exemplaires, elle peut les acheter à 50% du prix magasin et il peut les vendre. Ou elle peut les vendre. C'est très important parce qu'on sait que pour beaucoup d'auteurs, l'essentiel des ventes se fait dans un cercle proche. En tout cas, des premières ventes se fait dans un cercle proche. J'ai un auteur qui est à l'île d'Oléron. Il me dit, écoute, il y a un salon à l'île d'Oléron. Est-ce que... Je dis, écoute, moi, je ne vais pas aller à l'île d'Oléron, mais profite de ça. Et donc, il a acheté 50 exemplaires qu'il a vendus. J'ai prévu pour 2025 de publier entre 60 et 100 bouquins. Et voilà. Le livre que j'ai le plus relu, c'est L'étranger de Camus. Je donne cours à la fac sur ce bouquin et je dis à mes étudiants, chaque année, je continuerai à donner ce cours aussi longtemps que donnant le cours, je découvre des choses que je n'ai pas encore vues. Alors je dis, ça vous donne 2 mesures. Soit la mesure de mon incroyable incompétence, hein, parce que si après 60 lectures, je n'ai pas tout vu de ce petit bouquin, c'est que je suis peut-être pas à ma place ici, ou, et j'ai la faiblesse de croire que c'est la bonne solution, l'incroyable richesse de ce petit bouquin qui, malgré son apparence très simple, est tout sauf très simple et très complet. Donc, L'étranger. En deuxième place, là j'ai dû le lire que une petite dizaine de fois, c'est Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, que j'adore, qui est époustouflant comme bouquin. Et alors un roman que personne ne connaît, mais sans lequel je crois que je ne serais pas ce que je suis, c'est un roman d'un auteur breton
comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Satprem, et le roman s'appelle Par le corps de la terre. C'est un roman cyclique. C'est un Breton qui a été dans la résistance pendant la guerre, puis qui après est un peu bourlingué, puis il est rentré dans un ashram en Inde, l'ashram de Sri Aurobindo. Par le corps de la terre est un roman compliqué, mais auquel je retourne régulièrement. Ouais.